Voici la carte militaire du 14 avril 2025 et on va commencer par les frappes ukrainiennes. Ils ont frappé à Krasnodar sur le gazoduc Turkish Stream dans la partie mécanique de compression de gaz, le Turkish Stream, très important gazoduc qui alimente la Turquie, mais aussi certains pays de l'Est jusqu'en Slovaquie, donc ça remonte assez haut, pourrait-on dire, donc gazoduc très important. Les Ukrainiens ont aussi frappé dans l'oblast de Briansk, le village de Soumzak, un transformateur électrique, un petit transformateur électrique. Mais tout de même, c'est quand même embêtant pour la partie russe. Maintenant les Russes, donc les Russes ont frappé Krivoy Rog, un restaurant où il y avait une réunion importante avec 85 officiers de l'OTAN, dont des instructeurs de l'OTAN, par un missile Iskander M. Ils ont aussi frappé Nipro, ils ont frappé une usine de fabrication de fibres optiques pour les drones de guerre. Donc certainement en réponse à la frappe qui a échoué ukrainienne lundi dernier, comme je vous avais montré les images avec ce fameux ULM transformé en drone kamikaze qui n'avait pas explosé sur le bâtiment. Donc là par contre, là c'est un Iskander M. Donc là, l'usine a été complètement détruite. C'était la seule usine de fabrication de câbles fibre optique pour drones d'Ukraine. Donc là, c'est très embêtant pour l'Ukraine. Il y a une frappe massive de drones sur Kharkov par les Russes. Les Russes ont aussi frappé tout dernièrement la ville de Soumy, avec deux Iskander M, d'après le ministère de la Défense russe, plus de 60 soldats ukrainiens ont été tués. Et parmi ces 60 soldats ukrainiens tués, il y avait un colonel nommé Yuri de la 27e brigade d'artillerie ukrainienne. La liste nécrologique à Soumy est sortie d'ailleurs, ce qui a permis de confirmer tout du moins une partie des plus de 60 soldats ukrainiens morts. Cette liste nécrologique est sortie rapidement et avait été donnée par la liste de Soumy. Tout du moins si l'on en croit TASS, le journal russe. Le journal russe précise qu'ils ont frappé avec deux missiles Iskander une zone où il y avait une réunion qui s'appelait le groupe de Siversk. Donc c'était des unités d'élite qui travaillaient sur Siversk, dans la région de Siversk en Ukraine, et qui ont ensuite été dépêchés pour combattre dans le sud ici, exactement ici, de Kursk. Et donc ils devaient faire des plans pour attaquer ici à Kursk. Encore une fois, c'est ce que dit le ministère de la Défense russe. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais en tous les cas, cela a été confirmé par le porte-parole russe Dimitri Peskov. Alors bien entendu, côté ukrainien, on dit que ce sont les Russes qui ont voulu commettre un acte barbare en faisant ce massacre exprès grâce à deux missiles à sous-munitions, et que cet acte barbare, bien sûr, visait Soumy en pleine fête des rameaux, donc fête religieuse, et qu'ils ont fait ça uniquement pour terroriser la population de Soumy. Bon, argument ridicule, j'ai déjà commenté des dizaines de faits similaires en 3 ans, et il faut vous poser une question: à qui profite le crime, bien sûr, et pourquoi les Russes feraient cela une semaine après, vous savez, l'événement de Krivoy Rog avec le restaurant, et qui a fait 85 morts côté OTAN, dont tout l'Occident se tait sur cet événement-là. Évidemment, il y a eu des morts civils à Krivoy Rog, des blessés aussi, et c'était exactement la même chose. Donc il y a eu 20 morts à Krivoy Rog,
civils ukrainiens. Et l'Ukraine avait immédiatement demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité à l'ONU. Et bon, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment, je ne vais pas y revenir. Mais en tous les cas, pourquoi les Russes feraient cela une semaine après l'événement de Kryvyi Rih qui s'est fini au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des preuves en plus données par les Russes. Donc là, les Russes feraient juste après, quelques jours après, un acte barbare dans le seul but est de faire un massacre pour que le monde entier dise regardez, les Russes sont des barbares. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire à qui profite le crime. Bref, maintenant, passons au front. Alors sur Kherson, il ne s'est rien passé. C'est d'ailleurs très étonnant parce qu'il y a toujours des forces qui s'accumulent ici. Alors j'ai eu plusieurs blogueurs russes qui confirment que des forces s'accumulent dans cette région-là de Kherson. Bon, nous verrons bien. Sur Zaporojye, la semaine dernière, les Russes avaient avancé un peu, mais là, rien de notable. Sur Donetsk, il y a eu plusieurs avancées russes. Donc là, ça y est, les Russes ont fait une avancée notable sur Shevchenko, la fameuse ville qui abrite une mine de lithium. Donc ça y est, donc on sait maintenant où les Russes veulent avancer, donc sur Shevchenko. Et en même temps, ils ont avancé sur le nord, donc Fedorovka. Et vous voyez, donc c'est exactement ce que je vous disais pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire, est-ce que les Russes vont avancer vers Shevchenko, vers ce chapelet de villes, ou donc l'une ou l'autre, ou est-ce qu'ils vont faire les deux? Eh bien voilà, ils ont fait les deux, mais bon, c'était normal. Shevchenko, importante mine de lithium, et là, un chapelet de villes qu'il fallait absolument prendre de toute manière, ne serait-ce que pour boucler l'oblast de Donetsk, hein, parce qu'ils n'ont toujours pas pris l'oblast de Donetsk. Alors maintenant, vers la région de Pakrovsk, donc là d'abord pour les nouveaux, ce qui est entouré en jaune, ce sont les mines de charbon de haute qualité, donc j'ai mis un CH à côté. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez à quoi correspondent les ronds jaunes et les CH. Donc disais-je, dans la région de Pakrovsk, les Russes ont fait une avancée assez notable et ils ont commencé à prendre cette ville ainsi que celle-ci. Et la chose importante à dire ici, ben, c'est un petit peu plus là, directement sur Pakrovsk. Là, la grande avancée des Ukrainiens lundi dernier sur Solonier, bah, ça s'est fini exactement comme ça s'était passé ici il y a 3 semaines. C'est-à-dire ils ont fait une grande avancée et les Russes ont repris toute l'avancée ukrainienne. Et apparemment, ce fut un massacre parce qu'ils se sont jetés, absolument jetés sur Solonier. Mais apparemment, d'après ce que j'ai compris de certains blogueurs russes, ils ont foncé avec des véhicules blindés, des quads, mais sans aucune préparation logistique. Donc avec un minimum d'armement pour aller le plus vite possible, avancer le plus loin possible. Eh bien, ils en ont payé le prix, ils se sont fait massacrer. Et non seulement ils se sont fait massacrer, mais en plus, les Russes ont pu reprendre là où ils en étaient avant qu'il y ait l'avancée ukrainienne. Donc c'est perdant-perdant côté ukrainien, mais c'est leur tactique habituelle. Là, les Russes ont fait une avancée notable, hein. Donc là, ils ont repris, on peut dire, quasiment entièrement cette ville et la ville de Lizivka. Entièrement la ville de Lizivka, mais pas entièrement cette ville-là. Ils s'approchent donc tout doucement de la ville de Pakrovsk, qui est l'endroit le plus important du front. C'est pour ça que c'est entouré d'un carré rouge. Les Russes aussi ont avancé un petit peu dans ce chaudron à côté de Toretsk. Donc ici, vous voyez qu'ils ont pris une ville, et là, ils ont fait une toute petite avancée dans cette ville-là. Donc ils commencent à avancer là. Par contre, ils n'ont pas refermé les tenailles. Je ne pensais pas qu'ils allaient avancer vers le sud. Je pensais qu'ils allaient avancer vers le nord pour refermer le chaudron. Bah non, ils avancent vers le sud, étonnamment, mais bon. C'est comme ça. Sur Toretsk, alors là, Toretsk, énorme, énorme.
Les Russes ont repris l'avancée ukrainienne. Cette fois, ça y est, c'est complètement confirmé. Et là, il y a deux choses étonnantes. Première chose étonnante, d'après tout ce que j'ai lu et d'après ce que je vois, ça fait quelques jours, 2-3 jours que Toretsk serait complètement prise. Et deuxième chose, les Russes ont fait une avancée de 4,5 km sur le nord, absolument gigantesque. Donc ils ont fait un coup à la ukrainienne. Ils ont fait une avancée gigantesque. Alors pourquoi et comment ils ont pu faire cette avancée? Alors ils ont, d'après ce que j'ai compris de blogueurs russes, maintenant est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais bon, je vous répète. Donc c'est parce que les lignes de défense se sont complètement écroulées. Beaucoup d'Ukrainiens ont fui, beaucoup d'Ukrainiens se sont rendus et beaucoup d'Ukrainiens se sont fait massacrer parce qu'il n'y avait il y avait plus rien, plus de résistance. Et donc les Russes en ont profité du fait de l'effondrement de la résistance ukrainienne pour faire une avancée absolument énorme. Alors maintenant, profitant qu'il n'y ait plus rien, ça y est, ils ont dépassé le front de résistance. Parce que vous savez, la ligne de front tient bon parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, ils envoient des forces, etc. Mais bon, au bout d'un moment, quand ça lâche, ça lâche. Hein. La ligne de front est tellement gigantesque pour les Russes et les Ukrainiens que quand il y a un maillon faible, ça casse. Et ce maillon faible qui casse permet à l'adversaire d'avancer énormément. Ça veut dire qu'il n'y a plus de force de résistance, ça y est. Donc sur le point de Toretsk, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que les Russes peuvent avancer comme ils le veulent. Sauf si, évidemment, les Ukrainiens envoient spécifiquement sur cette zone énormément de force. Le problème, c'est que Zelensky persiste et signe sur Kursk. On va en parler après. Donc énorme avancée russe et ils vont prendre bien évidemment ce chapelet de ville puisque là c'est la race campagne ici, absolument rien d'intéressant. Et donc là étonnamment le ministère de la Défense russe n'a toujours pas, mais bon c'est habituel avec les Russes, ils n'ont toujours pas proclamé Toretsk prise par les Russes entièrement. Toujours pas, donc je ne considère pas Toretsk totalement prise par les Russes. Sur Tchassiviar, alors Tchassiviar ça bouge pas, parce que apparemment, bon Toretsk c'est terminé, mais apparemment le peu de forces ukrainiennes qui restent, ils jettent tout sur Paklovsk, comme on l'a vu, Tchassiviar et Kursk, principalement. Et oui, et oui, et oui. Comme je vous l'ai dit depuis plus d'un an, je vous avais mis par ordre d'importance dans la zone de Donetsk, qu'est-ce qui était le plus important? Je vous avais dit Paklovsk, Tchassiviar et Toretsk. Paklovsk, le plus grand nœud logistique, Tchassiviar, le plus grand verrou stratégique du front, de tout le front, de plus de 1000 km. C'est le plus important verrou stratégique. Et Toretsk, qui était un petit verrou stratégique et un hub de moyenne importance logistique. Donc voilà, Toretsk est tombé, s'en suivra après Tchassiviar et enfin Paklovsk dans cet ordre-là. Évidemment, Tchassiviar, plus grand verrou stratégique puisque ça permet d'avoir accès ensuite à Kramatorsk et Slaviansk. Cela dit, les Russes apparemment avancent aussi vers le nord pour ce même objectif. Là, dans la zone de Sivelsk, les Russes ont fait une... Alors, par rapport à il y a... Ça fait 2 ans maintenant qu'ils sont là, les Russes, où ça bougeait quasiment pas. Donc, si on compare aux 2 ans de ce qui se passe sur Sivelsk, on peut dire que les Russes ont fait une avancée absolument énorme. Énorme, énorme, à l'image de Toretsk, vers Sivelsk. Donc, on sent un effondrement sur Sivelsk. Je vous rappelle que les forces d'élite de Sivelsk, une petite partie des forces d'élite de Sivelsk, mais en tous les cas, les meilleurs de cette petite partie, les meilleurs ont été envoyés sur Soumy, comme je viens de vous le dire précédemment, pour être envoyés dans le futur à Kursk, se battre à Kursk.
cette force d'élite a été décimée par 2 Iskander-M russes, si l'on en croit les Russes, bien sûr. Donc moi je ne crois pas aux coïncidences, donc comme par hasard, les troupes d'élite de Sivels ont été envoyées sur Soumy, et comme par hasard, plus ou moins ou de manière concomitante, on a une énorme avancée russe vers Sivelsk. Voilà. Bon, d'un autre côté, ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais la coïncidence est bien belle. Là, il y a eu une avancée importante, voilà, au nord de Krasny Liman, il y a eu une avancée importante. Les Russes sont entrés sur Novier déjà. C'est pas exactement à jour, en fait, ils sont un peu avancés. Ils ont déjà un pied dans Novier. Et bien ici, encore une fois, ça fait comme au sud-ouest de Pakrovsk. Il y avait eu une avancée ukrainienne importante ici. Donc ils avaient bien joué, mais comme d'habitude, quand ils font des avancées, ils chargent, mais avec un armement trop léger, des véhicules trop légers, et ils se font détruire. Donc là, l'avancée qu'ils avaient fait lundi dernier, eh bien, les Russes les ont repris, c'est la rengaine habituelle, c'est toujours comme ça. Ce sont des avancées de communication. Et encore, peut-on parler d'avancées de communication? Parce que je dirais, ça fait 1 an et demi, 1 an, bon peut-être que j'exagère, ou 9 mois, que les avancées ukrainiennes, quand il y en a, on n'en parle plus dans les médias. On n'en parle plus, parce qu'elles sont beaucoup trop petites, et le lendemain ou quelques jours après, ils se font détruire. Donc à quoi ça sert de faire ces avancées? C'est incompréhensible, parce que c'est même plus médiatisé, donc je ne vois même pas l'intérêt. Peut-être pour tester une faiblesse russe, là où il y aurait un maillon faible? Peut-être, je ne le sais pas. Là, dans l'extrême nord du front, ça y est, les Russes ont pris Topoli complètement. Là, c'était les lignes de la semaine dernière. Donc là, ils ont fait une avancée importante. Donc là, c'était comme ça, la ligne était comme ça la semaine dernière. Ils ont fait une avancée relativement importante, bon, entre guillemets. C'est pas si important que ça, mais bon, comme ça faisait des mois et des mois que les Russes étaient bloqués ici, pour eux, on va dire que c'est important. Ça se décoince vers le nord ici. Donc, à mon avis, Kharkov, c'est pour dans quelques semaines, je pense, quoi. Une avancée vers Kharkov, c'est tout à fait possible. En attendant, vous voyez la grande flèche stratégique. Je pense que les Russes vont avancer vers Veliki Bourlouk. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là c'est un hub, c'est un nœud logistique important du nord, vraiment de l'extrême nord de l'Ukraine. Donc je pense que les Russes, c'est pour ça que c'est entouré d'un triangle rouge, donc c'est pour ça que je pense que les Russes vont aller ici d'abord avant d'aller sur Kharkov même. Ce n'est que mon avis, Kharkov étant là. Alors, Vov change, d'après des blogueurs russes. Les Russes auraient beaucoup avancé, mais pardon, ici, ils auraient beaucoup avancé, mais bon, j'ai pas de confirmation réelle. Alors, je ne bouge pas les lignes parce que c'est pas très bien confirmé. Je ne bouge les lignes que quand c'est vraiment confirmé. Alors, maintenant sur Kursk, l'oblast de Kursk et oblast de Soumy. Les Russes ont fait une avancée relativement importante ici. Donc ils se dirigent vers Soumy. Voilà, là, vous voyez la grande flèche stratégique. Donc ils ont fait là dans l'oblast de Soumy, parce que là c'est l'oblast de Soumy, ici. Vous voyez la frontière. Là c'est la frontière, ce que vous voyez là, c'est la frontière là en vert foncé. C'est la frontière, là c'est les Russes, là c'est l'Ukraine. Là c'est la Russie, là c'est l'Ukraine. Donc là, dans Soumy, dans l'oblast de Soumy, les Russes ont fait une avancée. Et là, dans l'oblast de Kursk, les Russes ont fait une avancée aussi. Assez notable. Donc vous pouvez voir que les Russes avancent toujours et bientôt Kursk va être complètement prise. Alors vous voyez cette ville là de Gornal, eh bien cette ville de Gornal est la nouvelle obsession de Zelensky. J'ai lu dans des rapports ukrainiens que ça allait être le point
Ils savent que Gornal, concernant Kursk, je dis bien concernant Kursk, va être le dernier bastion. Donc là, d'après ce que j'ai compris des rapports ukrainiens, Zelensky envoie tout ce qu'il peut sur Gornal pour être un bastion de résistance qui userait les Russes. Bon, encore une fois, c'est ridicule. Pourquoi envoyer à l'abattoir autant d'Ukrainiens? Pour rien, parce qu'on sait très bien comment ça va se finir. C'est comme ça, de la communication pour dire à Trump, je suppose, regardez, nous les Ukrainiens, on résiste encore. Peut-être, je ne sais où, vis-à-vis de l'Union Européenne, de Macron, Starmer et Merz, je ne le sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Là, les Russes, côté Belgorod, l'oblast de Belgorod, les Russes ont repris tout ça. Les Russes ont repris tout ça. Il ne reste plus que ça de la partie ukrainienne dans Belgorod. Voilà, les Russes ont repris tout ça dans Belgorod. C'est énorme. C'est énorme. Là, par contre, les Ukrainiens tiennent toujours ce petit bout minuscule de Belgorod. Alors pourquoi j'ai mis des symboles bleus? Ces symboles bleus, ça veut dire que c'est la partie contrôlée encore par les Ukrainiens, en Russie. Je dis bien en Russie. Donc symbole bleu, ça veut dire ça. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire du 14 avril 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos, cela permet à cette chaîne d'être mieux connue. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.